Bonjour. Eh bien, pour cette troisième Michel Midi consacrée au coronavirus, je voudrais creuser un point qui me semble très très important, c'est la question de nos soins de santé et les politiques suivies dans ces dernières années nous ont-elles affaiblis face à ce virus? Vous avez été très nombreux à suivre Michel Midi et à réagir. À ce moment, on a plus de 100 000 visions sur la première émission, Coronavirus, quelle leçon? Je vous remercie beaucoup. Diffusez, partagez. Je pense que l'info correcte, véritable, approfondie peut sauver des vies. Et bon, hier, il paraît que le son était un peu faible. On a corrigé sur mon ordi. Si vous entendez que c'est toujours pas bien, dites-le moi, je parlerai plus fort, mais normalement ça devrait être mieux. Euh, Depuis la première et la deuxième édition sur chiffres faussés, retard coupable, eh bien clairement, la critique que je faisais à Emmanuel Macron et à nos dirigeants a rejoint celle de beaucoup de spécialistes aussi qui ont dit que les mesures venaient trop tard et devaient être beaucoup plus radicales. Donc on a pris des mesures plus sérieuses, je pense que c'est bien. Je pense que ça confirme qu'il ne faut pas attendre que les choses viennent d'en haut, mais que nous devons absolument faire pression, nous informer, être actif et faire pression pour ce qui est juste. On va aujourd'hui justement analyser le fait qu'il y a des intérêts cachés ou discrets qui empêchent une politique au service de l'ensemble de la population, une efficacité. Donc voilà, il y a des mesures qui ont été prises, mais il a démontré, et on va encore le voir aujourd'hui, qu'il ne faut pas faire confiance. Donc seule la pression populaire permettra d'obtenir de véritables protections. Alors j'aimerais commencer par deux touches personnelles concernant les soins de santé. Il y a environ un mois, j'étais à l'hosto pour une petite opération nécessaire et sur le lit où un brancardier m'amenait vers la salle d'op, on avait conversé un petit peu, très sympa, et il m'avait dit, voilà, moi j'ai des directives que je peux consacrer à chaque patient autant de temps et pas plus, et que je dois faire vite, les directives de la direction. Il m'avait dit, mais moi je leur ai répondu, l'humain d'abord, et si un patient a besoin d'un peu plus de temps, je le prends. Et c'est important que les patients arrivent en bon état à la salle d'op aussi. Donc voilà, on avait une très chouette conversation. Et ça m'avait montré personnellement qu'il y a un vrai problème de risque de déshumanisation dans les services de soins de santé, un problème de le profit avant tout, et c'est ça qui est le fond du danger. Alors, un deuxième témoignage personnel sur ça, j'ai reçu hier soir un SMS, texto sur WhatsApp d'une médecin de notre région, avec qui on est en contact via les enfants, et elle me dit, je cite, si quelqu'un a encore des masques à la maison ou tout autre matériel utilisable, des lunettes de sécurité, des tabliers, est-ce que vous pouvez penser à moi? Merci, une médecin sur le front, entre guillemets, mais trop peu de matériel pour nous mettre en sécurité nous-mêmes. J'ai été ahuri. On est au 21e siècle, en Belgique, dans un des États les plus riches du monde, et des médecins doivent aller demander à leurs copains s'ils ont des masques ou s'ils ont des tabliers. Je pense que la politique de notre ministre de la Santé, Maggie de Bloch, a été criminelle, et pas seulement elle, tous les prédécesseurs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des masques? Comment ça se fait qu'il n'y a pas des détections? Comment ça se fait qu'on n'a pas assez de lits d'hôpitaux? Comment ça se fait qu'on est obligé de dire aux gens, tombez pas tous malades en même temps parce que sinon on va devoir choisir qui on sauve et qui on tue? Là, il y a un vrai problème dans quelle société on vit, un vrai problème de responsabilité politique, et il ne faudra pas l'oublier. On a une
évidemment, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Quelqu'un m'a dit hier, en critiquant mon émission, et bienvenue, c'est fait pour ça, que peut-être j'exagérais la gravité des problèmes et que le professeur Raoult, je ne sais pas si on prononce bien, en Marseille, avait dit deux choses. Un, que le problème en France, c'est qu'on n'avait pas diagnostiqué les gens et qu'on ne pouvait pas savoir qui était malade du corona ou d'autres choses et donc les traiter en fonction de ça et que donc tout le monde était en attente. Là, ça me semble 100% juste. Il avait aussi dit qu'il y avait une exagération, qu'il n'y avait pas tant de victimes, pas tant de dangers. Celui qui m'a transmis ça m'a dit il ne faut pas comparer à différentes régions qui sont spécifiques. Bien, je suis ouvert à toutes ces critiques. Il faut être prêt à remettre en question tout ce qu'on pense, toutes les infos qu'on a. Mais j'ai quand même une question. Ce contradicteur me disait, vous extrapolez la Chine à d'autres pays, en France c'est pas aussi grave, etc. Bien. Mais il y a un exemple qui m'a frappé quand même, c'est l'Italie, où on a proportionnellement une gravité aussi forte qu'en Chine au début. On n'a pas l'air d'avoir tiré l'expérience de ce qui s'était passé. Et donc, j'ai demandé à l'équipe d'investigation de creuser la question de l'Italie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il y a tant de contaminés, tant de morts et des soignants qui sont absolument épuisés? Et donc, merci à Federica, Rafa, Fabio. Et si vous avez vous aussi des connaissances sur d'autres pays, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça nous aidera à faire l'info. Et j'ai eu des rapports, des témoignages très très intéressants, dont je vais vous donner quelques extraits. Vous pourrez les trouver sur le site prochainement, mais je pense que c'est intéressant déjà d'y réfléchir. Je regarde vos remarques, voilà. Allez-vous enquêter sur l'origine du virus? Oui, c'est prévu dans une des prochaines émissions. On va en parler, je vous en parlerai tout à l'heure. Je reviens sur l'Italie. Et là, on me dit, petit moment de pause, et là, on me dit, les données italiennes sur le nombre de lits d'hôpitaux sont alarmantes. En 2017, il y avait 3,2 lits pour 1000 habitants, contre 3,9 7 ans plus tôt. Et qu'en France, on a 6 lits pour 1000, en Allemagne, 8 lits pour 1000, et qu'entre 2010 et 2007, en Italie, il y a eu un effondrement du nombre de structures italiennes. On était à 1000 en 2010, non, 1165, excusez-moi, en 2010, et on a baissé à 1000 en 2017, soit moins 14%. Et si on prend comme référence 2000, là, on a baissé de 30% le nombre de lits d'hôpitaux. Il ne faut pas s'étonner maintenant. Et l'analyste dit, voilà, c'est un processus de privatisation et de réduction de la dépense publique avec tous les gouvernements de toutes les couleurs politiques et sur base des instructions de l'Union européenne, dont la politique, une fois de plus, est vraiment très antisociale. Ces dizaines de coupes budgétaires, nous dit l'analyste, ont réduit le personnel médical et infirmier, le nombre de lits, les équipements et les services. En fait, il y a un projet de désintégrer l'État social et de favoriser l'accumulation de profits pour une minorité. On dit également qu'il y avait eu une phase de croissance des dépenses de santé dans les premières années 2000, mais qu'ensuite on a baissé d'environ 26 milliards, déjà avec le gouvernement Monti, soit 12% du niveau des dépenses, donc moins 400 € par habitant. Alors qu'il y a un vieillissement de la population en Italie comme ailleurs. Donc on sait bien qu'on va avoir plus de dépenses et qu'est-ce qu'on fait? On réduit le budget par rapport aux dépenses de santé énormément, pas un petit peu. Il voit en 9 années une diminution des installations de 44%. Et dans le secteur hospitalier, les investissements ont baissé de 56%. Les investissements annuels, je pense, étaient de 3 milliards et on n'investit plus que 1,13 milliard. Donc il ne faut pas s'étonner. On a, dit-il en Italie, un manque toujours plus préoccupant d'infirmiers et de personnel soignant.
On a réduit la masse salariale des médecins et des infirmiers. Il manque 36 000 infirmiers et 8 000 médecins. Voilà, et donc c'est le pire déficit des soins de santé en Europe. Voilà, donc là on a des choses claires. Un autre article dit on est vraiment dans la destruction généralisée de l'État social. C'est un peu la vengeance historique de la part des bourgeoisies sur ce que les classes sociales travailleuses avaient acquis dans le XXe siècle. Et là, ça me fait penser à quelque chose. Il y a eu le patron du MEDEF, l'Organisation des patrons français, qui a dit il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus son nom, que qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant, c'est qu'il fallait détruire tous les acquis du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire le grand compromis historique qui, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, a constitué toute une série d'avancées sur le plan des salaires, de la sécurité sociale, des soins de santé, mais il a dit qu'il fallait détruire tout ça. Donc voilà, on voit quels sont les intérêts qui s'opposent à ce que les gens qui ne sont pas riches soient bien soignés dans notre pays. Alors j'ai posé la question à mes amis italiens, et confirmation, les gouvernements libéraux depuis 2014, donc ça s'aggrave, ont coupé plus de 34 milliards d'euros sur la santé publique, plus de 34 milliards d'euros. Voilà, et c'est tous les gouvernements qui ont fait ça. On a fermé des centaines de petits hôpitaux, donc les gens sont obligés de se déplacer à la ville. C'est compliqué pour les plus pauvres, ça complique les soins, beaucoup ne le font pas, et voilà, après on a une situation beaucoup aggravée. Donc voilà la situation en Italie. Et on prend l'Italie comme avertissement de choses de processus qui, à mon avis, sont en train de se développer aussi en France et en Belgique. On va le voir un petit peu. Alors, on va analyser l'exemple de la Belgique. On a eu des élections en mai et par suite d'intérêts politiciens, on a une crise politique qui fait qu'on n'a toujours pas de gouvernement. En temps normal, je trouve ça sympa, ça veut dire qu'il n'y a pas des taxes qui vont nous tomber sur la tête. Mais évidemment, en période de coronavirus, que ces politiciens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un programme de social et d'urgence et que veut dire qu'ils jouent vraiment leurs intérêts et pas du tout les intérêts de la population, donc ça c'est écœurant. Mais il s'est passé quelque chose de très cocasse et très amusant après les élections. On a eu la montée du Parti du travail de Belgique, c'est un parti communiste qui était resté petit ou assez petit jusqu'à présent, mais qui, avec ses revendications sociales, notamment la retraite, augmenter la retraite pour tout le monde tout de suite et de façon nette, ça très populaire. C'est aussi un parti qui a beaucoup de maisons médicales dans les quartiers ouvriers où les médecins travaillent pour un salaire d'ouvrier, font une médecine préventive, essayent d'impliquer les patients, se battent contre l'austérité. Donc ça, on voit bien que les gens en ont besoin, ils soutiennent ça. Et donc le PTB a fait quelque chose de très malin au moment des élections. Comme on n'avait pas de gouvernement, on a été obligé de voter ce qu'on appelle les 12e provisoires, c'est-à-dire le budget qui permet à l'administration de l'État de continuer à fonctionner. Normalement, on continue la même politique qu'avant, mais le PTB a introduit une revendication, une proposition pour le budget en disant voilà, il faut refinancer les infirmières qui n'en peuvent plus, qui sont infirmières et infirmiers, pardon, qui n'en peuvent plus, et il faut absolument refinancer, et il a demandé 400 ou 500 millions d'euros, je crois, pour le refinancement immédiat du personnel des hôpitaux. Les autres partis étaient très embêtés parce qu'ils avaient fait le contraire depuis des années, mais là, ils ne pouvaient pas dire on est contre les infirmiers, on ne va pas leur donner des sous. Donc, ils ont été obligés, c'est passé. Ça montre que voilà, une pression populaire bien relayée peut aboutir. Alors, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé en Belgique. J'ai moins d'infos sur la France, mais s'il vous plaît, envoyez-les nous, on va le traiter, on va les diffuser sur notre site. On est mobilisé à fond pour vous apporter les infos qui vont vous permettre de vous faire entendre. Mais on va prendre l'exemple de la Belgique, et je crois que c'est assez symptomatique de ce qui se passe en Europe. On a une ministre de la Santé qui s'appelle Maggie De Blok, une libérale pure et dure, vraiment très à droite, et la politique suivie depuis des années a eu pour résultat qu'en mars 17, on a eu 20 000 personnes du personnel soignant qui sont descendues dans les rues. On a appelé ça le mouvement de la colère blanche, blouse blanche des infirmiers, des infirmières. Et voilà, les infirmiers, des patients, les aidants, des handicapés, tous demandaient plus de personnel et moins de pression au travail. Et ils disaient, nous ne pouvons plus donner à nos patients des soins de qualité, c'est la course, comme je vous indiquais avec l'exemple personnel que j'ai vécu il y a un mois.
Et donc, il y a eu des manifestations aussi dans les maisons médicales du quartier, du PTB, qui ont participé aux actions, qui ont manifesté contre les économies. Ils sont même allés suivre l'exemple du docteur Dirk van Dupen dont je vous avais parlé récemment. Ils sont allés en Hollande pour montrer que les prix en Belgique des médicaments étaient beaucoup trop chers. Et en Hollande, grâce à l'application d'un régime beaucoup plus favorable aux patients et moins au pharma business, il y a des médicaments qui coûtent la moitié, le tiers, le quart du prix de ce qui est en Belgique. Donc ça prouve que c'est possible. Et ils ont fait beaucoup de choses. Il y a eu des pharmaciens en Belgique qui ont mis des tracts de protestation sur leurs vitrines. Les psychologues et les thérapeutes psychologues ont dénoncé la nouvelle loi sur la psychothérapie. Donc il y a vraiment un mécontentement énorme face à la politique de Maggie de Bloch, face à la politique de notre ministre de la Santé. Et donc la question c'est pour qui elle travaille? Pour qui travaillent les ministres de la Santé? Il y a eu par exemple tout un conflit sur le fait qu'elle a annoncé qu'on allait supprimer la moitié du personnel d'accueil de jour dans la pédopsychiatrie, donc la psychiatrie pour les gosses. Les experts disent que c'est de la bêtise, parce que un accueil tout de suite des gens qui viennent soulever un problème, c'est très important. Les gosses qui ont des problèmes, ça veut dire des adultes qui ont des problèmes, ça veut dire toutes sortes de problèmes qui vont survenir par après, y compris des dépenses pour la sécurité sociale, pour d'autres choses. On estime qu'en Belgique, il y a une personne sur trois qui va souffrir de problèmes psychologiques durant sa vie. Le ministre est d'accord avec ça. Une personne sur cinq prend des antidépresseurs, donc vraiment, il y a un très très fort besoin et il y a beaucoup de gens qui sont exclus des soins de santé psychologiques. Et voilà, une ministre de la Santé publique, elle devrait penser à ça. Donc, la question, c'est à quoi elle pense. Et justement, sur les antidépresseurs, Madame de Bloch refuse d'appliquer le modèle Kiwi, donc le modèle de réduire les prix des médicaments. Et si on le faisait, il a été calculé que sur l'antidépresseur Cipralexa, qui est très très fort utilisé par les gens, notre assurance maladie pourrait économiser 21 millions d'euros par an. Voilà, donc Madame la Ministre, les sous, ils sont là, il suffit d'ouvrir les yeux pour chercher là où ils sont. On va reparler de ça dans une prochaine émission sur le pharma business et ses énormes profits. La Belgique a pourtant beaucoup d'hôpitaux. Il y a 91, 91 pour les Français, hôpitaux généraux avec un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Le problème, c'est que d'après les études officielles, un hôpital sur trois est dans le rouge, n'a pas assez d'argent. Ils sont donc obligés d'emprunter à des banques privées, ça coûte cher, ils n'arrivent pas à rembourser. Et on a une réforme de l'État très compliquée en Belgique, donc c'est très très compliqué. On gaspille beaucoup dans l'administration au lieu de mettre tous les sous sur les hôpitaux. Et en 2016, les hôpitaux ont été obligés d'économiser 100 millions d'euros. Avec le vieillissement, c'est absurde. On nous dit aussi qu'il faut faire collaborer, qu'il faut regrouper, qu'il faut supprimer des lits dans les hôpitaux. Mais on a calculé que le vieillissement de la population va faire qu'on va avoir 12% d'hospitalisation en plus, c'est normal. Or, on est en train de faire le contraire, et voilà qui est très dangereux. On a des infirmiers, des équipes d'entretien aussi des hôpitaux, qui, avec les hospitalisations de jour, sont obligés de nettoyer les chambres des patients plusieurs fois par jour, et parfois, dit-on dans ce témoignage, nous avons 3 fois plus d'enfants qu'il n'y a de lits. Voilà, la revue médicale britannique de Lancet a expliqué qu'il y a un nombre assez élevé de patients par infirmière dans les hôpitaux belges, en moyenne 10,8 patients par infirmier par 24 heures, la moyenne européenne est de 8, et il est prouvé que plus il y a du personnel, moins il y a de complications, moins il y a de décès. Donc ça doit être beaucoup plus important dans la balance que la dépense, surtout que des économies, il y a moyen d'en faire si on veut vraiment les faire là où il faut. Et donc on fait le contraire maintenant. On diminue l'enveloppe des hôpitaux, on les oblige à faire avec moins d'argent, donc ils mettent la pression sur leur personnel. La faute ne vient même pas des directions, la faute vient de beaucoup plus haut. Et en fait, on pousse aussi à la concurrence entre les hôpitaux. Ça, c'est un système très dangereux. Les hôpitaux sont en train de se battre pour avoir plus de clients, je veux dire des patients, sont en train de se battre pour avoir des opérations qui rapportent et pour pouvoir se financer. Mais c'est absurde de soumettre les hôpitaux à la concurrence. Ça veut dire que les patients non rentables, les opérations plus compliquées, plus lourdes, plus coûteuses, ne vont pas intéresser les hôpitaux. On est dans une logique. Allez, Madame de Bloch, les hôpitaux, c'est pas la bourse. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut vraiment
mettre l'homme au cœur de l'hôpital et de la position de santé, de la politique de santé, pardon. Il faut arrêter de jouer avec l'argent quand ça tue les gens comme ça. Donc voilà, il nous faut vraiment une autre politique des soins de santé. Et je vais prendre un autre exemple. On a en Belgique trop peu de médecins, mais il y a des examens à l'entrée des facultés de médecine pour diminuer le nombre de médecins et empêcher que trop d'étudiants ne se présentent. C'est le monde à l'envers. Vous avez des étudiants qui réussissent les examens d'entrée et qui ne peuvent pas passer parce qu'on fixe des quotas. Ça, c'est aussi une politique de Maggie de Bloch, mais les ministres précédents de la Santé, comme Onkelings, avaient fait la même chose aussi. Et donc, il n'y a pas trop d'étudiants, il y a trop peu de médecins. Et derrière ça, il y a tout un conflit qui cache la vision de la société qu'on a. Et on nous dit que s'il y a trop de médecins, les gens vont aller trop souvent chez le médecin et que ça va ça va provoquer une surconsommation. C'est débile. Supposons que demain, on crée, je sais pas, 30% de garages et de mécaniciens en plus. Est-ce que vous allez faire réparer votre voiture 2 fois au lieu d'une? Non. Donc, si les gens vont chez le médecin, c'est qu'il y a un besoin, et c'est de là qu'il faut partir. Donc, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Je rappelle que la Belgique a acheté 40 avions de chasse aux États-Unis au prix exorbitant de 6 milliards d'euros pour aller faire la guerre. Pourquoi? Pour provoquer encore du terrorisme et des réfugiés. Donc ça, il faudrait vraiment arrêter tout de suite. Il ne faut pas honorer la commande. Je trouve que les partis qui sont maintenant au gouvernement doivent annuler cette commande qui est dangereuse pour les peuples qu'on va bombarder et dangereuse pour les écoles et les hôpitaux en Belgique. Voilà. De l'argent, il y en a. Pour l'année 2013, on a compté qu'il y avait 12 000 nouveaux millionnaires et surtout les multimillionnaires, il y en a énormément. En 2000, je crois qu'il y avait 1 milliardaire en euros en Belgique. Maintenant, il y en a 27, donc l'argent, il est quelque part. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment changer de logique. Et le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé en Belgique, c'est un gouvernement sparadrap, on a repris le même que l'ancien, on a dit que maintenant c'est un vrai gouvernement avec tous des libéraux et la droite au gouvernement, et le PS a accepté ça, donc quelle politique est-ce qu'on va mener? On a en plus voté pour ce gouvernement, on lui a donné les pouvoirs spéciaux pour appliquer les mesures d'urgence sur l'épidémie. Pas de problème qu'on ait des pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures urgentes, mais il ne faut pas supprimer le débat démocratique pour ça, parce que la politique du gouvernement en place, qui est la continuation de celui qui a 5 ans, a détruit les soins de santé et a créé les conditions où on n'a pas de masques, on n'a pas de lits d'hôpitaux. Donc il faut évidemment débattre de ça, et le débat au Parlement est nécessaire, et s'il ne se fait pas au Parlement, ben, ce sera à nous de l'imposer. Je ne vais pas dire dans la rue, c'est plus autorisé, mais par Internet, et on va réfléchir ensemble à énormément de moyens d'action pour faire pression, pour que vraiment on tire des leçons. Il ne s'agit pas simplement de mettre fin à l'épidémie. On nous dit, les experts, que le virus pourrait avoir une deuxième vague, qu'il pourrait muter, qu'il pourrait y avoir un problème permanent. Il y a d'autres problèmes de santé qui se posent, et donc on n'a pas besoin simplement d'en sortir et puis de dire voilà, c'est fini, ok, on peut reprendre la vie comme avant et on oublie tout. Non, il faut absolument tirer les leçons, et de ça aussi on va parler dans de prochaines émissions. Voilà, il y a vraiment un besoin, je pense, de renationaliser et de remettre public, c'est-à-dire au service de la collectivité, une série de secteurs stratégiques. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense à la recherche. Une épidémiologue qui travaille sur les infections animales, vous savez qu'il y a eu la peste porcine avec les sangliers en Belgique et des gros problèmes pour la santé, elle m'écrit nous, dans le service, en tant que fonctionnaire, nous n'avions même pas de show pour lutter contre la peste porcine et j'ai dû me cacher de ma hiérarchie pour aller en acheter. Et ça n'a pas évité la catastrophe. Donc, il est temps de faire les choses sérieusement sur l'ensemble de la santé. Alors, je vous ai préparé 2, 3 petites images rapidement sur ce thème-là. Ici, on a quelque chose qui exprime bien la colère des infirmières. Qui doivent en faire toujours de plus en plus et qui sont cotés par le bonhomme là avec son TA2A
On exige de prester comme si on était dans une usine et qu'il s'agissait de produire toujours plus, mais non, les hôpitaux, c'est pas des usines, c'est des services au public. On a eu, je vous avais parlé de la grande manifestation des infirmières en Belgique, voilà les blouses blanches, infirmières et infirmiers, pardon, les vilaines habitudes. On a eu des manifestations en France très saignantes, si j'ose dire, contre Macron, infirmiers en danger, soigne et tais-toi, non. On a ici quelque chose de très cynique, coupable de soigner, soigne et tais-toi, non. Et alors ici, on a quelque chose qui va vous montrer un peu la politique de Macron et de ses prédécesseurs envers les infirmiers. Vous avez là un flic qui est en train de gazer des manifestations d'infirmières. Alors vous savez, Macron, là récemment, il a dit, nous admirons le personnel qui est en première ligne, qui prend des dangers, des trémolos dans la voix. On voyait qu'il avait bien appris son texte et encore il usait son prompteur approximatif. C'est des sentiments qui lui sont totalement étrangers. Monsieur Macron, en réalité, les infirmiers, les infirmières, vous les avez gazés, vous avez marché dessus, et il va falloir vous obliger à respecter une politique beaucoup plus humaine. D'ailleurs, voilà encore un très beau témoignage, je trouve, je lis avec vous, des infirmières en France. Oui, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous, mais l'inverse reste à prouver. Alors, je vais vous passer une très très petite vidéo pour indiquer, je vous donne tout le temps des nouvelles un peu dures et tristes, je vais vous indiquer quelque chose de beaucoup plus sympa. Je vous ai expliqué dans ma première émission, que vous pouvez toujours retrouver, Coronavirus, quelles leçons, je vous ai indiqué la gravité de l'épidémie en Chine et en même temps les mesures radicales extraordinaires qu'avait prises le gouvernement chinois. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, on est en train enfin de prendre en France et en Belgique les mesures que les Chinois ont prises, et encore on le fait un peu à moitié, mais non, puisque à moitié maintenant, ça vient de changer, mais beaucoup trop tard. Et pendant 2 mois, on n'a pas arrêté de nous dire, regardez, les Chinois, ils font ça, ils isolent des villes, c'est de la dictature, et blablabla. Et maintenant, on fait la même chose. Il ferait bien peut-être un petit peu d'autocritique et de modestie par rapport aux conneries que vous avez racontées sur la Chine précédemment. Et donc là, je vais montrer, comme je le disais, une petite vidéo un peu plus sympa. C'est à Wuhan, l'épicentre du foyer. Je vous avais dit il y a 2 jours que le gouvernement avait pu compter sur des équipes de volontaires qui étaient allés dans ces régions dangereuses spécialement pour soigner les gens, détecter, etc. Et il y a une vidéo très sympa. J'espère que ça va bien fonctionner, que je maîtrise bien le programme. Et je vous la montre, c'est très court. Ça montre, voilà, un petit message sympa et optimiste de Wuhan. Eh bien non, ça marchait pas. À la répétition, ça marchait. En fait, tous ces infirmiers et infirmières, il y a toute une série qui enlèvent un par un leur masque. C'est très beau, c'est très sympa. Et ils disent, voilà, on a vaincu l'épidémie, on a réussi. Je vais réessayer pour comprendre pourquoi j'ai pas réussi. Je regarde parmi les questions que vous envoyées. Catherine, oui, ils auront tous des comptes à rendre. Euh, Prenons soin de nous, mais n'oublions pas 49.3, décret, privatisation, etc. Le problème de Dijon est apparu quand on a voulu faire de la santé un business rentable en lieu et place d'un service des gens. C'est bien. C'est quoi le but exact de retarder les mesures de précaution? A dit Soumia, j'ai essayé de l'expliquer lundi. Chiffre faussé, retard coupable, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas voulu arrêter les entreprises, ils n'ont pas voulu toucher aux bénéfices des entreprises et donc ils ont pris des demi-mesures alors qu'il aurait fallu arrêter la production des usines non nécessaires le plus vite possible. Ça met beaucoup de gens en contact, ça fait beaucoup de transports inutiles. Et voilà, c'était le business contre la santé. Préparons-nous, dit Stéphania, pour la propagande pour l'hôpital privé. La France est divisée. Oui, envoyez-nous des exemples là-dessus. Il faut qu'on lutte ensemble. Bonjour depuis le Maroc, merci. En fin de compte, c'est partout le même problème, juste dans les pays sous-développés, c'est pire. Oui, on va essayer d'en parler aussi prochainement. En France, on enlève des lits depuis Sarko, absolument, c'est pas Macron qui a commencé. Ok,
Ok, oui, beaucoup de messages, je ne peux pas tous les prendre. On parle du capitalisme, on va essayer d'analyser ça. Euh, Bien vite la rotation des ministres, on n'y gagnera rien, mais à ne plus voir la tête de certains. Oui, ça fait plaisir évidemment qu'on les débarque, mais la rotation des ministres, non, c'est la rotation des politiques qu'il faut faire, il faut autre chose, et pour ça, c'est dans la rue ou sur Internet là maintenant, dans les... profitez-en pour discuter avec beaucoup de gens autour de vous, faites des groupes WhatsApp, faites des Facebook, des Messenger, etc. Discuter tout ça, partager, discuter sur ce qu'il va falloir faire plus vite pour préparer des nouvelles politiques fondamentales. En France, les chercheurs étaient dans la rue aussi, absolument. On va en parler. Envoyez-nous des infos là-dessus, on n'en a pas assez. Euh, voilà, voilà. Ok, oui, très bien. Que pensez-vous du brevet de l'invention du corona en 2003? Oui, on me l'a envoyé, on m'a posé des questions. Je pense, je ne suis pas spécialiste, que quand on détecte les nouveaux virus, on les répertorie pour voir ce qu'il faut soigner, mais peut-être que ça pose des problèmes, on verra bien, mais voilà, bien. Ok, je vois que vous êtes très nombreux à réagir. C'est bien, je resterai en discussion, en dialogue avec vous. Les prochains Michel Midi seront consacrés très bientôt, je pense demain, au pharma business et à la question qui doit payer. On est en train de nous dire que l'État va devoir dépenser beaucoup pour ça. Est-ce qu'on va faire comme les banques en 2008 qui avaient fait toutes sortes de bêtises avec notre argent et qu'on a dû encore payer pour les renflouer, ou est-ce qu'on va ne plus se faire avoir maintenant? Ça, il est temps déjà d'y penser. On m'a beaucoup posé la question, est-ce que c'est les États-Unis qui ont exporté le virus vers la Chine? Il y a à boire et à manger dans ce qu'on entend là-dessus. Je vais essayer d'aborder ce qu'il y a, pas pour vous faire des révélations sur des choses que je ne connais pas et qu'à mon avis, pas beaucoup de monde connaissent, mais pour essayer de réfléchir quelle méthode il faut employer par rapport aux informations, comment ne pas se faire entraîner sur des voies, sur des diversions, sur des fausses pistes et de centrer le débat sur l'essentiel du système dans lequel nous vivons. On va parler de l'alimentation et de l'impact de l'agrobusiness sur notre santé. Ça, c'est très très important. Un très bon article que j'ai fait traduire. On va vous en parler. L'alimentation est très très importante pour résister. On va parler aussi des sanctions contre les pays déjà en difficulté, Cuba, Venezuela, Iran, Syrie, Corée, d'autres encore. Il y a des sanctions menées par les États-Unis et l'Europe pour ces pays et ça provoque directement énormément de morts. Donc on va parler de ça. Il est temps de bouger sur ça. On va voir quel type d'économie, quelle sécurité nous avons besoin, quelle sécurité sociale nous avons besoin. On va parler des retraites. Voilà une série de thèmes qui me semblent importants. Je vous donne à la fin les informations sur comment nous soutenir. On veut développer Investigation, comment l'adresse pour nous envoyer vos questions, vos remarques, vos propositions et vos coups de main. Et d'ici là, probablement demain, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, penser à vos proches, communiquer avec eux, parler de loin aux voisins pour demander s'ils ont besoin de rien. On voit qu'il y a énormément de manifestations de solidarité et de fraternité qui reviennent. Donc, à bientôt, à demain pour une prochaine bataille de l'info et de la solidarité.